On a parlé aussi de la place de la femme dans la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet très très important. C'est la gestion de crise. Si vous lisez le journal Challenge de ce matin qui cite toutes les attaques, tous les grands groupes ont été attaqués ces derniers temps. En fait, la situation du Covid a fragilisé beaucoup les entreprises et notamment en situation de télétravail. Et on a déjà fait un webinaire sur les risques d'être en situation de télétravail et la fragilité des infrastructures, des organisations et aussi la partie gouvernance qui font que ça facilite un peu le travail des attaquants. Donc aujourd'hui, il y a une quantité d'attaques incroyables. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de grands groupes sont en situation de crise. C'est pour ça que le sujet est très, très important. Quand on est en cette période de Covid, quand on est en télétravail, on change un peu nos habitudes du travail. Certes, on va ramener des risques puisqu'on va se connecter à distance. Si on n'a pas les prérequis ou si on n'a pas encore fait de télétravail, l'utilisateur il n'est pas sensibilisé pour bien travailler en toute sécurité. Mais aussi de l'autre côté, les équipes techniques aussi sont aussi, bien sûr, sont aussi on va dire, dans d'autres situations. Les équipes ne sont pas proches, les équipes sont aussi en télétravail, sauf certains en période de confinement. Et comment les attaquants vont utiliser justement d'un côté la fragilité de l'utilisateur en cette situation de crise sanitaire et d'autre côté, on va voir la restructuration, la réorganisation des équipes à réponse à incident. Comment on fait quand on a un incident de sécurité alors qu'on est tous confinés chez nous? Comment vont réagir les équipes de sécurité, sachant qu'il y a un rapport de loi que je vous conseille sur la gestion d'une crise cyber. Il faut savoir qu'il y a 14 impacts. Et parmi les impacts, bien sûr, l'impact image de marque, les financiers, tout le reste. Mais il y a aussi le temps de réaction. Le temps de réaction face à une attaque, quand c'est une petite attaque, un petit ransomware, quand on le détecte, on va mettre une semaine, on va dire, à confiner déjà une première fois une attaque. Et quand l'attaque est plus importante, le ransomware est plus important, on peut aller de 4, 6 jusqu'à 10 semaines. Et dans cela, est-ce qu'il n'existe pas des moyens, des outils qui vont aider ces équipes, ce défi des équipes de sécurité pour réagir rapidement, confiner la crise rapidement? D'une part, quand on est en confiné, quand on n'est pas ensemble physiquement, mais d'autre part, pour faciliter aussi le confinement et la gestion de crise. C'est pour ça que nos amis, j'ai fait appel à une entreprise innovante sur le sujet qui va nous dire comment bien réagir face à une crise. Est-ce qu'il existe des moyens automatiques qui vont permettre de réagir très rapidement à la crise? Et vous savez, la crise, c'est les premières minutes. Soit on arrive à la confiner très, très vite, soit les pertes seront très, très importantes. Et je reviens encore sur l'histoire de l'iceberg, la partie visible de l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg, cache quand même tout l'impact qui peut aller jusqu'à 3, 4, 5 ans. L'impact financier peut être très, très important. Donc, les crises, c'est jamais bien. C'est bien pour on va dire, les attaquants, mais c'est jamais bien pour les entreprises. Avant de laisser la parole à Dan Eran de la société CyberM, que je remercie beaucoup de venir expliquer ces aspects aux CEFCICiennes et CEFCICiens et aux autres aussi, parce que le webinaire est ouvert. Tous les webinaires du CEFCIS sont ouverts à tout le monde. J'aimerais déjà parler du CEFCIS.
pour plus de femmes dans la cybersécurité. C'est une association que j'ai créée il y a 4 ans, en 2016, en marge du FIC, pour promouvoir les métiers de la cybersécurité auprès des femmes. Et aujourd'hui, on a plusieurs actions très, très importantes sur les terrains, aussi bien le mentorat, une vingtaine de filles qu'on accompagne pour connaître ces métiers. On a édité un livre en début d'année pour expliquer les métiers de la cybersécurité et les formations. Et aussi, on a fait témoigner 23 cyberwomen qui vont parler de leur métier pour dire, ben voilà, si moi j'arrive, vous aussi, mesdemoiselles, mesdames. Et là, on travaille avec plusieurs organismes, notamment un projet très important avec Social Builder et Pôle emploi pour les femmes en reconversion. On va les aider, on va les accompagner, on va les monitorer et j'espère début d'année 2021, on aura notre propre centre de formation pour former plus de femmes à la cybersécurité. On organise le 27 octobre le trophée de la femme cyber pour mettre en lumière toutes ces femmes qui sont aujourd'hui invisibles. Il faut savoir, d'après les dernières statistiques, on ne dépasse pas les 11%, quoique certaines statistiques peuvent monter jusqu'à 20%. Le slide suivant, si vous voulez rejoindre le CEF6, je vous donne les coordonnées. Donc, contact@cef6.com. Vous allez sur le site web du CEF6. Vous pouvez aussi aller sur le site du trophée cyberwomanday.com et là, vous allez suivre, on va diffuser en direct l'événement l'événement du trophée de la femme cybersécurité en marge du 9e colloque du CEF6 qui, cette fois-ci, on va parler de la sensibilisation. C'est encore une fois dans le cadre du mois européen de la cybersécurité où le CEF6 est partenaire de l'ANSSI depuis 4 ans. Je vais peut-être laisser la parole à Dan qui va on va revenir sur notre sujet, qui va nous expliquer en quoi les outils Cyber M8 vont aider justement, vont nous aider à optimiser les réponses, le temps de réponse ou la réponse à un incident en cas de crise. Et aujourd'hui, pratiquement 98% des structures ont été touchées par une cybercrise. Dan, je te laisse la parole. Très bien. Merci Nassira. Merci en tout cas nous avoir conviés à cet événement et ce webinaire sur la gestion de crise cyber. Donc en effet, on va parler un peu de comment est-ce qu'on peut optimiser la réponse à incident grâce à l'automatisation. Alors bon, quelques mots vraiment high level comme on dit pour se positionner qui est CyberMate. Donc CyberMate en anglais mate comme ami, friend, et to automate as well. Donc la plateforme aujourd'hui de CyberMate, c'est une jeune pousse fondée en 2017. Donc, a déjà levé près de 2,5 millions d'euros, fonds privés. Et donc, c'est une société qui est adossée à un groupe coté en bourse en Israël, Med Computing. Et donc, la société est spécialisée sur la partie automatisation de la sécurité. Donc, c'est une plateforme qui va permettre d'automatiser tous les process de sécurité que les administrateurs sécurité, du SOC ou des ingénieurs sécurité ou bien l'équipe opérationnelle a besoin de faire pour optimiser et pouvoir réagir à un incident en temps réel. Voilà. Donc, les fondateurs, dont nous avons une personne qui est sur place, Eran, c'est les personnes qui ont une expérience terrain. Hein, donc, elles ont vécu ces problématiques de réponse à incident, d'aller vite, ou bien en tant qu'architecte de sécurité. Donc, voilà, c'est leur métier. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien toujours mon slide? Okay. Oui, oui. Très bien, merci. Voilà, alors, on continue. Donc, les principaux défis de l'automatisation de la réponse à incident il y en a plusieurs, hein, mais ce que nos clients ont remonté, c'est en fait, il y a des priorités divergentes entre les équipes sécurité ou GRC et les équipes de sécurité opérationnelle, l'infra. C'est-à-dire que d'un côté, on veut tout de suite résoudre l'incident et de contenir l'incident. D'un autre côté,
les équipes opérationnelles de l'infra, elles doivent garantir la performance du réseau. Elles sont déjà débordées par le travail. Et en plus, comme l'a bien dit Nassira, avec le Covid, ça ne l'aide pas forcément puisque les ressources ne sont pas côte à côte. Donc, on travaille tous à distance de la maison. Parfois, on est avec les enfants. Donc, la communication est beaucoup plus difficile. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, donc, on va avoir plus de mal à communiquer et de pouvoir réagir lorsqu'il faut immédiatement. Et on sait que chaque minute est importante lors d'un incident. Donc, aujourd'hui, évidemment, il y a des solutions qui existent déjà sur le marché. Hein. On n'a pas réinventé la roue. Mais par contre, les solutions qui existent aujourd'hui vont se concentrer plutôt sur la partie gestion de la vie de l'incident, c'est-à-dire toute la partie reporting, toute la partie en fait savoir avec les outils de ticketing, de pouvoir en fait répertorier tout l'incident. Mais nous, notre approche est de dire, on va se concentrer sur l'incident même pour pouvoir le contenir et le détecter premièrement, rapidement, et ensuite pouvoir le contenir au plus vite pour limiter les dégâts et ne plus être toujours en mode pompier, comme c'est trop souvent le cas encore dans des grands groupes. Alors, donc, comme on l'a bien dit, hein, le temps de réaction est primordial pour contenir la propagation et limiter l'impact sur les signes. Autre chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les objets sont de plus en plus connectés, les équipements sécurité, réseau, il y a une interdépendance très importante avec l'écosystème de l'entreprise, les équipements sécurité, réseau. Parfois, on peut avoir des sociétés qui ont des sites multisites nationaux ou bien internationaux. Donc, ça va complexifier encore plus la réponse à incident. Et donc, pour cela, lorsqu'on a des plaques, quand il y a des différents de temps, plaques Amérique, plaques Europe, plaques Asie-Pacifique. Donc, il faut aussi pouvoir réagir en temps réel et ne pas attendre que l'équipe se réveille aux États-Unis pour que l'incident soit pris en compte. Alors, donc, notre approche, vraiment, c'est de réagir au plus vite. Donc, incident mitigation, comme on dit en anglais, atténuer la réponse à un incident en quelques secondes. Security Operation Automation, c'est-à-dire gérer et optimiser les tâches quotidiennes et répétitives des administrateurs de la sécurité. Malheureusement, on voit que les administrateurs de sécurité vont trop souvent faire des tâches trop manuelles et de bas niveau, ne sont pas à la hauteur de leur qualité, leurs compétences. Et du coup, ils vont perdre beaucoup de temps pour faire des opérations à la mano, alors qu'on pourrait automatiser pas mal de tâches qui sont répétitives et quotidiennes. Donc ça, c'est aussi notre approche, c'est de soulager les équipes opérationnelles et de leur permettre de monter en compétences, se concentrer sur la vraie valeur ajoutée, sur la racine, la cause de l'incident, pouvoir remédier avec des outils d'investigation, après pouvoir mieux aborder l'incident. Et enfin, donc avant que je passe la main à Eran, c'est ce qu'on appelle le workload delegation, c'est-à-dire pouvoir déléguer n'importe quelle tâche aux équipes de votre choix. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que l'équipe opérationnelle veuille bien fermer le port demandé ou mettre en quarantaine un poste de travail, donc en fait, que l'équipe de sécurité qui gère l'incident, que ce soit au niveau du SOC ou même juste l'équipe sécurité qui est sur place, au lieu de demander à un ingénieur réseau de Nafra de fermer ou ouvrir le port, etc. Donc, que les équipes de sécurité puissent elles-mêmes déjà lancer la demande et ensuite que l'équipe réseau puisse approuver ou non, hein, d'ailleurs c'est aussi possible, mais la demande qui a été faite niveau côté sécurité. Donc, c'est vraiment pour aller plus vite dans la réponse à incident. Voilà. Donc, Eran, I will stop sharing my screen now. Voilà. Et donc, on va plutôt se concentrer. Voilà. Sorry, one second. Eran, you wanted maybe to speak about the architecture of the solution? Yes, thank you. So, sorry, Eran, juste un mot. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez poser des questions et puis Eran, qui connaît très bien la technologie, va vous répondre, poser la question en français, il va vous répondre en anglais. On essayera avec Dan de traduire. Non, mais pas de souci.
les gens comprennent. Donc, Poser oui. des questions, poser les questions parce que c'est important de comprendre ce qui va être présenté. Ce sera assez technique. Thank you. Thank you. Okay, so one sentence before I start. I would like to thank Nasira, merci beaucoup, and thank you, Dan, also for organizing this session. There's a great attendance. I would like to say bonjour, je m'appelle Eran. Je ne parle pas français. So we will do this session In English. from now on in English. So thank you all for joining. Good evening. I'd like to speak a little bit about the platform architecture. As Dan mentioned, I've been working for years as a security architect. I was communicating with the largest customers in the industry here in Israel, and I was always looking to find the right solutions for our customers. So they always told me and asked for me, what about an automation platform that will suit our needs? There are existing automation platforms either too complicated or requires you to have the same vendor all over the network in order to do some orchestration. So that was a big issue, and there was no solution for it, and that's why we started the development of Cybermet Automation Platform. Mainly to make it a very simple platform, very flexible and powerful platform that will be vendor agnostic, and that's very, very important. We can communicate with almost every vendor, almost every product there is in order to orchestrate and automate your security needs. So the platform architecture, it's a virtual appliance that you deploy in your environment. It's a 5 minutes deployment and the machine is up. And it consists of the virtual appliance that is mainly about the tasks. Everything in the platform is about the task. You create a task that communicates with different targets. It can be the security devices, the network devices, the user directory, Active Directory, directly with the endpoints, directly with the servers, in any protocol that you may think about. It can be REST API, SOAP, and LDAP, Windows Remote Management Secure Shell, and even web interface, where maybe we are only the security automation platform in this niche that actually simulates user behavior in order to perform some automation. And we are not binded only by REST API availability to perform action on the different platforms. That gives us very great flexibility. So you create the tasks in the system, which can either be triggered by user logging into the machine and running the task, but it can be triggered by input from any different source in the network using syslog protocol, SNMP that the system can receive, email alerts, REST API, of course, that you can activate tasks in the system. And of course, that every task and every workflow in the system can be configured to send the notification, to have data enrichment with different source or third-party threat intelligence vendors. You can combine user approval or user intervention with every workflow. You can schedule tasks to run on a scheduled basis, maybe daily, to do some checks and to do some actions, maybe to pull some information, and based on the information that the system pulled to run a specific task and so on. So the machine is very flexible, but very simple to configure and very simple to use, and that's the main focus of our system. We will soon be able to show you a quick demo. Again, I would like to thank everybody for joining. There is a great attendance. I appreciate everybody for joining this time. As I mentioned, our integrations consist of all the major players in each of the niches. It can be, firewalls, the Checkpoint and Palo Alto and Fortinet and Cisco and Trend Micro and Symantec and ESET in the endpoint. All major vendors have available connectors in our system. Even though when no connector is found, it's a matter of somewhere between 2 and 3 hours to 2 and 3 days, depending on the complexity of the connector and the action that you want to perform. Our
development team is very agile and very rapidly adds the connectors based on customer request, in addition to the generic availability of creating your own connectors in the product if you want to perform some actions with products that do not exist in the network automation platform as a built-in connector. Thank you, Aaron. I have a practical question for you. I'm Saizu in a very big company, and what happened? All Saizu will have this problem. For example, I will ask you to give me explanation or more detail about how your technology reacts, for example, in the case of phishing attack. So especially in this time in a COVID situation, employers are working remotely and are easily victim to this kind of attack. The risk behind that is that the malware can propagate rapidly within the company and can reach million or thousands of PCs. Please tell me how can Cyber M8 help me to mitigate the risk of propagation of the malware across the park? How do you have some demonstration to make to present us? Thank you very much. Yes, of course. Thank you. So as you mentioned, this time, let me share. In the meantime, I will share my screen. But this time, especially with COVID-19, when people are working from home more, and cyber attacks, that's even getting much more sophisticated and much more common, and the risk is getting a lot higher for organizations with people working from home, and reaction time should be very. Sorry, Aaron, just to translate, je vais poser la question à Aaron. Si la technologie permet de répondre rapidement à un incident de sécurité, en cas de phishing, ou le phishing, on sait très très bien que ça part très très vite et ça peut atteindre des milliers de postes de travail, comment la technologie Cyber M8 va réduire ce risque? J'ai demandé à Aaron de nous faire une démonstration live d'un cas de phishing et comment on va réagir. Je parlais de tous les RSSI comme moi qui sont confrontés à ce type de situation, comment aller très très vite à arrêter ou à réduire ce risque ou bien à confiner l'attaque si elle se produit. Merci, Aaron. Please show us your demonstration. Okay, thank you. So assuming we have several stations in the network, okay, in this demo I will only show two, but we have what's called patient zero, okay, which is the first computer to be compromised, the first one that will actually get the phishing email and download the phishing file and the ransomware, and will launch it, and then it will be able to propagate throughout network shares or any other path in the network to other devices. So what we will want to do is to take this patient zero. On the right side, you can see the both stations. You can see on the right side, it's the patient zero. On the left side, it's another station in the network. Both can access this phishing website. Both can access and download this ransomware. But the station on the right side, which is patient zero, will download the file. What we want to do when this station downloads the file, we want as soon as possible to kick this station away from the network so the virus cannot propagate anymore throughout the network, and to block any possibility of other stations in the network to communicate with this phishing website, to download this specific ransomware. So in a typical organization, we have several mechanisms. In here, we have a checkpoint firewall. We have NAC by Forescout in this case, each with their own policy. Here you can see the NAC has no stations isolated. We have the firewall, which has a rule to block stations, but at the moment there's no station to be blocked in the rule. And in our system, we have a task that we configured to perform some action when we detect or receive notification about a suspicious download. So we'll do
three things. We will isolate the station in the NAC, we will go to the proxy and block the remote website in the proxy, and we will block the IP address on the firewall. And this will be based by an alert that we will get from the IBM QRadar that we have as a SIM in the network. Of course, it doesn't have to be specific QRadar, but that's another case. So we have the configuration showing that once we have this detection, the task will run. It will send the specific parameters that we want to activate, and then the process will launch. Okay, so now we will be able to see it. We will open the event screen so we can see it live. We'll take both of the stations, and on the right side, we will click to download the ransomware file. So the ransomware file is downloaded to patient 0, okay? And at the matter of seconds, we get the notification from the IBM QRadar about this download, and the machine starts to run the task automatically. So as you can see, in a matter of seconds, it already isolated the downloading host from the network, so it cannot any longer propagate the ransomware throughout the network. You will be able to see now that it's isolated and cannot communicate with anything else. Any other stations in the network, as the one on the left, will try to access this website from the phishing. It now will be blocked in the proxy. So any other station cannot download this ransomware anymore. And in addition, we create an additional object in the firewall and put it in a rule that will actually block communication with this specific remote IP. So everything is done in a matter of seconds. Everything, of course, is documented. You can see that an incident is created in the system. You can see what was done when it happened. And in addition, you can click on rollback whenever you done, for example, handling with this infected machine. You manage to restore it, you manage to clean it, whatever you want to now put it back in the network. All you need to do is click on revert, and it will undo this isolation of this station from the network. So that's, yeah. Thank you, Eran. I understand that when there is one PC infected, so security or IT team will configure that the rule to stop that malware, or to stop that phishing, or to stop that that ransomware. Your Cyber M8 will spread this rule to all security mechanism, firewall, IDS, IPS, proxy, and so on. Is it this? Yes, this is correct. Since we are vendor agnostic, we can configure to deploy it to the firewall, no matter what vendor, and to the endpoints, and to the proxy, and whatever security device that you have in the network. And of course, if you need to update the QRadar or any other SIM that you have in the network, you need to update it, that the ticket was handled, that the incident was handled, we can communicate it back to the to this SIM. Do you have some rule to send to Active Directory? Of course, we can communicate fully with Active Directory. We can, for example, detect what user downloaded this malicious file from the alert that we get from the SIM. We can, for example, lock it, force it to change password, force maybe in a case of a brute force attempt of all the users in the network, we can force several users or many users to change password and lock them, or disable or enable users, add users to group, etc. Any other combination of working with the Active Directory in order to enforce security policy and to enhance the security posture of the network. So thank you very much. So now I understand that when we are in situation of the beginning of crisis, or when we have one or two or more PC infected, so the next task to do is to add the rule and then to stop the attack. Is it true? Yes, first you would like to isolate actually this patient 0, so you know that now this infection cannot any longer propagate throughout the network. And when you can isolate this patient 0 and you block communication with this
malicious resource. Yeah, it can be a website, can be a file. So once it's blocked, you can now handle this this situation in a timely fashion. Ok, thank you very much. Si vous avez d'autres questions, c'est pertinent là ce que mon échange avec Eran, c'est la question, le stress de tout le monde. On a un PC, deux PC, trois, comme on a vu récemment dans plusieurs structures qui est infectée. La course contre la montre pour stopper l'infection. Ma question était, est-ce que si je configure une règle, si j'ai cette plateforme dans mon parc, je configure une règle pour stopper ce flux jusqu'à aller à l'AD qui pour générer une GPO pour aller demander le changement de mot de passe ou pour changer les mots de passe. Je pense que c'est considérable. Hein, juste pour l'anecdote, en 4 ans, j'ai eu à gérer 5 crises, donc je sais de quoi je parle. Et donc, c'est vrai que ça peut au niveau opérationnel, au niveau crise, où l'adrénaline est à son maximum, d'avoir un outil qui aide. Je reviens sur une autre question. How about false positive? C'est-à-dire les faux positifs, si on fait une règle qui risque de couper le flux légitime. How about that, Eran? To handle false positive, you can always take this file hash that we receive the alert and automatically go to some threat intelligence. Could be, for example, VirusTotal, to ask before the task starts to block the station or perform some action in the network, some invasive action in the network. Our machine can automatically go to this threat intelligence, for example, VirusTotal, send the hash that was detected as a malicious, get a report saying how many engines found this file malicious, and configure based on the result of this data enrichment to make a decision whether you want to continue with the automation or maybe perhaps send an email to the administrator telling him, we found this suspicious download in the network. VirusTotal reported that there are 20 engines reporting it as a suspicious file, but another 50 saying it's benign. What would you like to do? Would you like to continue with the blocking? Would you like to only isolate the specific network and not create any other proxy or firewall rules? Or would you like to just discard this whole process? So you have full flexibility about what you want to do by using this data enrichment. Thank you very much. I have another question for you, Eran. The second question is about IOC notification from CERT. You know, today we receive, for example, in France, we have the agency, ANSSI agency that sends daily IOC notification, and sometimes we need time to manage this information manually. Tell me whether Cyber M8 can make this task easily. Je pose la question en français. Aujourd'hui, on reçoit des IOC, donc les indicateurs de compromission. Tous les jours, on reçoit des notifications à partir des CERT. Hein. Ici en France, on a plusieurs CERT, notamment le CERT de l'ANSSI qui envoie régulièrement des IOC, et on les gère de façon manuelle. Ça veut dire qu'on va aller prendre un temps énorme pour gérer cette information, partager cette information, et puis après aller configurer les firewalls, les antivirus, les proxys, et ainsi de suite, pour prendre en considération cette notification. Je me demandais si il y avait un moyen de faire ça, de faciliter cette tâche qui est assez lourde quand même dans le quotidien des femmes et des hommes qui font la sécurité opérationnelle. I hear from you, Eran. Yes, thank you. So yes, of course, it's very common now that to get a notification from the CERT or from blogs or maybe even WhatsApp groups that the CISOs are all in, and to take all of these IOCs and all of these operations and propagate and ingest those IOCs in the different security devices in the network, it's a process that takes a lot of time of manual work, and that's something that we want to automate, okay, in order to save time and also to prevent human errors.
because human error is a big factor of system downtimes in the organization. We want to actually prevent it by automating those tasks. So I will share another quick video. One moment. So I know you are all working, not all, maybe all, but most of you are working with the French CERT. So here we have this, the website of the French CERT. They publish their indications of compromise as well as other things. We can log into this resource. We can see they provide you with either a CSV or maybe a MISP JSON. I know you're also working with MISP, is very common, but to take this type of file, type of information, and to put it to your products, your different products, it's a very long task. It's a very problematic task when you have different type of vendors in the network. So what you can do in Cybermet, you can create a specific task. Okay, that what it does, it actually goes to any website. For example, in this matter, the CERT, it will download the JSON file that you point at, and it will go on and block the IOCs in all the different devices that you have in the network. And you can also decide whether you want to put it to your firewalls, to your proxy, to your endpoints, and so on. So we took the link of this JSON file that I just showed you from the CERT website, and all we did was copy paste into our task and decide we want to deploy the indicators detected to our firewalls and to the proxy and to the endpoint server. So it will go to the proxy, it will go to the firewall, excuse me, and create a threat indicator in Checkpoint. It can go to the Palo Alto and create IP objects and put them in a group. It can go to any other device in the network. So here we will demonstrate how it's done. This group in the Palo Alto that will be populated, and this list of endpoints hashes will be populated in order to block everything automatically. So as you can see at the moment, it's not populated at all, as well as the proxy. So we will run this task now. The system goes to this website of the French CERT. It downloads the JSON file. It will give you a report. It will parse it and give you a report. How many indicators were found in this JSON file? There are a total of 102 indicators, all different kinds of indicators, some IP addresses, some file hashes, some email addresses that you want to block. And it now will go to the firewall and create, as you can see, automatically the threat indicator in Checkpoint. That's a bundle of items that the firewall needs to detect and block. So it's now created automatically, as well as going to the proxy of the Forcepoint, as you can see the logo on the right-hand side. And you can see all of these URLs from the specific indicator are now blocked in the proxy. This is the database of the proxy that you can see on the bottom. And same goes to the Palo Alto, same goes to the endpoint devices. And it's all in a matter, as you saw, a matter of copy-paste the link that you want to ingest, and the system does all the work for you. Again, once you completed the task, everything is reported, and you can even click on a single button in order to roll back in case you decided that it's something that you don't want to block, and maybe you just want to pinpoint a specific IOC that you want to now block inside of all of this list. You have the full capability of doing that. So everything is propagated and blocked automatically, and that saves a lot of time, a lot of possibility of human errors for the security administrators. Of course, this can be done not only with the French CERT, can be done with any URL, any JSON, or even manual input of users just copying, pasting the IP addresses or the file hashes to the task, to the system in order to block them. But in case of the French CERT, that's a part of the way that you will do it automatically and really save a lot of time. Yeah. Thank you, Eran. I understand that the only task I have to do is to give the IP, the URL of ANSI IOC. Yes, correct.
publish it IOC, and then the system will do the rest of the tasks. Yes, correct. I can tell you even more than that. You can even automate at some parts the flow of getting the new links for the IOCs. So if we monitor, we can configure the system to monitor the MISP website or the CERT website. We can configure it to monitor it. And when a new JSON link is published, the system, for example, on a daily basis, will take this new link automatically and put it in the task for you. So you won't even have to do that. But that just, you know, as a very quick demo, I just show you the copy paste option. But you can actually fully automate this process as well. So it will check each minute or each second there is a notification each time there is a new IOC publication. Tout à fait. Juste, je vais intervenir en français, c'est Dan. Donc, en fait, les personnes qui font de la CTI, la Strategy Agents, donc, sont confrontées au quotidien de recevoir des nouvelles informations, des nouveaux IOC, soit de flux partenaires, open source ou MISP ou de l'OSINT, ou bien des flux commerciaux. Et donc, il faut pouvoir injecter ces IOC, premièrement dans le SIEM, mais aussi vers les équipements périmétriques, donc le pare-feu, proxy ou le poste de travail. Et c'est vrai que de pouvoir aller chercher directement l'information dans des forums, dans des sites où il y a de l'information, bah on gagne énormément de temps et on peut laisser les analystes de cybersécurité, de threat intelligence, de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire comprendre l'IOC, comprendre l'attaquant derrière, comprendre ses méthodologies, mais ne pas faire la lecture, de passer des heures sur le net juste pour récupérer des indicateurs de compromission. Voilà. Do you have a question? There is a question from Aitai. Hi, in case of the CERT, each time the website is updated, do you have to create the rule? No, we don't have to recreate the rule. The rule is created and configured once based on the format that we received from this specific JSON. So we know that we take the specific format of MISP, which the French CERT is working with, and we configure the rule to parse this JSON object in the structure of MISP, and then take the specific IOCs in this structure and push it to the different devices. So it doesn't matter if a new JSON file is published, it's still the same rule, still the same task. All that's different now is the content of this JSON object, for that matter. Okay, thank you very much. I have perhaps the last question. Yes, I think we have 10 more minutes, so let's try to, and then we can give 5 minutes to the people to ask other questions. Yeah. I will ask my question before, if you want. Of course, Nasia. Of course. No, again, it's operational and use it's a use case that I have been each time in my CISO life. So the question is, in all organizations, there is 2 security teams in the process of security. We have a governance security team and we have operational team, a security operation team. Each time there is an incident, the GRC team, the security will ask operational team to go ahead with this incident. The problem is the infrastructure and operational team are not always available to do with that. En français, ça fait
Souvent, on a deux équipes dans la sécurité, mais souvent dans les organisations, nous avons une équipe en charge, on va dire, du risque de sécurité, de la gouvernance, de la politique et des audits. Et on a l'autre équipe qui est opérationnelle. On va avoir une équipe qui est la DSI, l'équipe opérationnelle dans les organisations de façon globale, et l'équipe gouvernance qui est soit rattachée au risque, soit rattachée à la direction, soit rattachée à l'innovation, mais qui n'est pas forcément dans la même équipe que les équipes de sécurité opérationnelle. L'équipe en charge du risque cyber reçoit une alerte, va demander aussi aux équipes opérationnelles d'aller vite investiguer, de faire le nécessaire pour vérifier cet incident et le stopper. Et souvent, les équipes infrastructures ou les équipes opérationnelles sont assez occupées avec d'autres tâches. Et il y a quelque part, si le process d'incident n'est pas très bien défini, on arrive probablement à une situation de conflit, parce qu'il faut d'abord, dans un process incident, on a la qualification de l'incident. Est-ce que c'est un incident de sécurité? Par exemple, je m'explique. S'il y a une attaque virale d'un poste, c'est un incident de prod. S'il y a 100 ou 200 ou 1 millier de postes qui est touché par une attaque virale, ce n'est plus un incident de prod, c'est un incident de sécurité. Donc, il y a un process de qualification. Et généralement, il faut vraiment que les équipes travaillent très, très bien ensemble. Sinon, le temps qu'on commence à investiguer le malware ou le ransomware ou le phishing ou tout autre on va dire, incident va se propager très, très vite. Est-ce qu'il y a un moyen que Cyber M8, que votre outil qui apparemment peut déjà faire pas mal de choses, comment on répond exactement en cas d'incident? Est-ce que si ça peut éviter qu'on se mette autour de la table, qu'on se tape dessus 5 minutes et puis par la suite on va aller gérer l'incident? I will ask you the question. How can we deal with that specific issue? Okay, so as you mentioned, of course, it's possible to handle this. I will now show you how. But the constant conflict between this GRC and the infrastructure team is mainly because two aspects. One is you cannot teach the GRC each time that you change your security product. You cannot take them and teach them, this is how you log into the product. This is how you block the IOCs. This is how you create the policy. It's unscalable. The second thing is you do not, as infrastructure team, want to give credentials of this product as an administrator to different teams. You want to keep the administrator credentials in your hand, and the role delegation capabilities of the products at hand does not offer a very large and scalable and flexible module of role access delegation. So what we do in CyberMate in order to overcome this issue is we actually allow the infrastructure team, which also manages the CyberMate automation platform, to create tasks and delegate those tasks to the GRC team. For example, we have a user called John from the SOC. He's an operator, which means he cannot edit any tasks. He can simply run tasks in the system assigned to him. So he will be able to log into the system with his Active Directory credentials and have a specific tasks called block IP address that actually requires an additional approval of the infrastructure team before the change is made. And the specific task is actually asking John, what are the IP addresses that you want to block, and what is the justification, what is the comment, why do you want to block it? And that's all that the information that John needs to provide. Anything else he's not able to see. He's not able to log into the firewall. He's not able to see to what group those IP addresses will go into. All he needs to see is the specific information that the infrastructure team decided to show him. So now he takes this alert from the cert, he puts the comment saying it's regarding the Korean hoplite Trojan,
he takes the list of IP addresses and he simply clicks on run. As you can see, he cannot edit any tasks. He cannot add any tasks. He's simply able to run his own tasks that was assigned to him. And when he clicks on go, the administrator will now get a notification saying, John requested an approval to block these and these IP addresses and to put them in the specific group that you, as the infrastructure manager, mentioned. In this case, it will be Cybermate block destination group. You can see the email approval. So the infrastructure manager can now click on accept or decline in the body of the email, and the system will get this update whether to continue with this task blocking or to discard this whole process. So when the administrator clicks on yes, only then the system goes to the firewall and creates the specific objects and block them, where John from the SOC or the GRC had no access and no touch with the actual firewall. So now, even if this infrastructure manager is at home with his children eating lunch, okay, and he gets the notification on his cell phone, he's looking and saying, oh, okay, I see there's some kind of an attack or maybe an alert about a possible attack that John wanted to block. Now I can just click on approve and everything else will go on automatically. So that's part of improving the SLA and allowing the business continuity to work, even especially at this time of the COVID-19, but not only. And of course, everything is documented. The administrator of the system can later on go on, see what was done, who ran what task, and again, able to, on a single click, revert whatever the system did in case it decides, okay, I actually don't want to do it, just roll back whatever the system did. You do not need to log into the firewall and remove all the objects and trying to find what John did. He simply clicks on a button and that's it. Thank you, Eran. I have perhaps last question. No, it is the last question. How much time it takes me to deploy this technology within the infrastructure, and how to? It's about 1 month, 2 months, a few days, or 1 year. How much time? It's a matter of days. I may say it's a virtual appliance that the deployment is actually a matter of minutes, but the configuration, depending on the products that you have and the complexity of the tasks that you want to run in the system, can be a matter of up to somewhere between 1 day, I would say, with coffee and cake, until maybe 2 weeks, really depending on the complexity of the tasks that you want to perform. Bon, merci. Dan, je pense qu'on a terminé. S'il n'y a pas de questions, je retiens en fait que cette technologie va permettre de faciliter la tâche à la fois aux administrateurs, à la fois à l'équipe de réponse à incidents, mais aussi à l'équipe de gestion de risque, dans risque cyber dans une entreprise. Après, oui, c'est vrai que si ça permet de détecter très vite et confiner très vite l'incident par un clic bouton, on donne à manger à son gamin et en même temps on clique sur un bouton et on arrête l'attaque. C'est génial comme exemple. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc j'ai vu une question de Constance concernant si c'est possible de tester, tout à fait. Donc voilà, vous avez nos coordonnées qui s'affichent sur le slide. Donc, mon email perso et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email avec vos coordonnées complètes avant que je puisse. Voilà. Est-ce qu'on peut partager les slides? Tout à fait, on peut aussi partager les slides, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai votre email, Itai, pas de souci, merci beaucoup. Voilà, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vais mettre un mute tout le monde comme ça, si quelqu'un a des questions, si les personnes ont des questions. S'il n'y a pas de questions, on a terminé. On a tenu 1 heure, c'est très bien. Oui. Merci à tout le monde. Le CEF6 est là encore pour vous donner rendez-vous avec d'autres technologies, avec d'autres thèmes plus techniques ou moins techniques. Mais encore une fois, l'objectif du CEF6, c'est
la formation, la sensibilisation et bien sûr, hein, c'est l'objectif, quelque part, c'est vulgariser cette cyber, hein, qui est aujourd'hui, encore une fois, on est dans une période très, très difficile et il y a beaucoup de travail. On continue à être là. Je vous donnerai rendez-vous pour d'autres webinaires. On va parcourir des sujets comme ça, plus ou moins techniques. Et vous allez voir, c'est très intéressant de temps en temps de faire participer. Merci. Merci, Nasia. Merci beaucoup. Eran, d'avoir accepté de venir nous présenter cette technologie révolutionnaire. Je parle en connaissance de cause. Si j'ai quelque chose, je suis en train de donner à manger à mon fils, si j'appuie sur le bouton, ça me stoppe l'attaque. C'est génial. Je prends deux. Ouais. Bonne Allez, soirée. bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you very much. Goodbye. Au revoir. Merci, au revoir.